L'objectif principal du webinaire est d'aider les collèges à améliorer la qualité de leurs propositions. Et en fin de compte, à, disons, augmenter leurs chances de réussite dans ce concours. Donc, c'est un peu différent des webinaires qu'on a offerts dans les années passées, pour ceux qui auraient assisté il y a plusieurs années, où on se limitait vraiment à résumer les grandes lignes, des lignes directrices sur comment soumettre une demande, un avis d'intention, que vous avez sûrement déjà vu sur notre site web. Et si vous ne les avez pas encore consultés, je vous invite à le faire, car tout est vraiment résumé dans le document. Mais cette année, les directives ont été améliorées. Enfin, c'est ce qu'on espère, avec l'ajout de capsules d'interprétation tout à travers le document. C'est surtout sur ces ajouts que je vais m'attarder aujourd'hui, mais on ira encore plus loin. Donc, on va couvrir des sujets comme... voyons, j'ai un petit problème à changer mes diapos. Bon, ça ne marche pas. Donc, on va vous présenter aussi des statistiques sur les soumissions au Fonds Collège Industrie depuis le début du programme, donc avec les premières demandes qui ont été allouées en 2012. Un petit mot sur le processus d'évaluation parce qu'il faut garder ça en tête quand on écrit une demande FCI. Des observations aussi qu'on a eues à travers la revue administrative des demandes à la FCI. Et les observations des évaluateurs. Donc, ça va être un peu la partie la plus intéressante, je pense, pour vous de la présentation. Comme vous le savez, il y a 2 volets au Fonds Collège Industrie. Le volet 1, volet 2. Donc, volet 1, il s'agit vraiment d'une demande unique à la FCI qui ne couvre pas les activités de recherche. Donc, les coûts pour faire les activités de recherche n'est pas inclus. Tandis que si vous voulez vraiment un package complet, il y a le volet 2 où c'est combiné avec le programme ICC du CRSNG, celui d'une durée de 5 ans, donc le programme Croissance, qui vous permettent de financer vos activités de recherche. Donc, les 2 volets permettent au collège d'améliorer une capacité de recherche appliquée déjà établie. Le programme ne s'adresse pas à ceux qui démarrent vraiment tout juste dans un domaine. Donc, il faut, pour avoir un peu de succès dans ce concours, démontrer des antécédents dans le domaine de la proposition. Sachez que, comme les échéanciers des 2 volets se chevauchent, vous pouvez soumettre la même proposition aux 2 volets. Puis, dans le cas où il y a un projet qui serait financé dans l'un, il sera simplement retiré de l'autre volet. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible. Juste pour vous donner une idée de nos investissements à date, depuis le début du programme, la FCI à elle seule a investi un peu plus de 64 millions de dollars dans 72 projets dans 36 collèges à travers le Canada. Donc, avec les fonds de contrepartie des partenaires, ça revient à un peu plus que 1,6 milliard de dollars. Et ça, c'est sans compter aussi les projets CRSNG avec la partie CRSNG. Donc, c'est un beau montant qui a été investi dans les collèges. Donc, la prochaine diapositive, je vais vous montrer quelques statistiques qu'on pensait qui pouvaient vous intéresser strictement sur le volet 1. Donc, je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est présenté, mais ça va être utile pour vous d'avoir ça dans votre trousseau de préparation pour votre demande au mois de mai. Donc, si on vous donne le nombre de demandes soumises et le nombre de demandes financées pour chacun des concours du volet 1, donc vous constatez déjà que le taux de succès varie entre 35 et 75%, dépendant des années. Mais en fait, la variation d'année en année est due au fait surtout que le facteur limitatif est la qualité des demandes et non le budget du concours. Parce que le budget annuel pour le volet 1 tourne autour de 10 millions au niveau de la FCI. Mais vous noterez qu'il y a des années où nous avons dépensé moins et d'autres années un peu plus. Donc, ça tourne autour de 10 millions. Mais la raison pourquoi chaque année, on ne va pas jusqu'à 10 millions, bien qu'on a 10 millions, c'est que, évidemment, nos standards d'excellence sont quand même élevés. Il faut se rappeler que nos programmes sont des programmes de fonds de contrepartie et que les partenaires, notamment les provinces, et dans ce cas-ci la province du Québec, mise sur la rigueur du processus. Donc, les membres de comité sont avisés d'être sélectifs, sachant qu'une demande peut être soumise au concours suivant. Mais en revanche, ce haut niveau d'excellence de notre part, d'exigence de notre part,
vient avec le devoir que nous, on se donne de vous donner des commentaires qui vous permettront d'améliorer vos demandes année après année. Donc, vous verrez aussi que l'octroi moyen varie selon les années, mais on constate en 2016 une augmentation un peu de la moyenne de la taille d'une demande FCI, puisque le montant FCI autrefois était limité à 800 000 et maintenant passé à 1 million de dollars depuis 2016. On nous demande aussi souvent quelle est la proportion acceptable de coûts de construction, de rénovation dans une demande FCI. Donc, je peux vous dire déjà que statistiquement, il y a à peu près 50 à 80% des demandes chaque année qui ont une composante de rénovation de construction. Puis si on regarde que ces projets qui ont de la construction, on note que la composante représente jusqu'à 40% du budget en moyenne. Bon, c'est certain que la limite acceptable est sujette à interprétation selon le domaine d'application, car parfois la rénovation ou la construction elle-même constitue en elle-même l'infrastructure de recherche. Donc, ça va dépendre du domaine, en fait. Maintenant, si on regarde la distribution des projets financés dans les deux volets par collège, on constate que pour l'instant, la majorité des collèges au Canada ne gèrent qu'un seul projet FCI, voire 2 projets. Donc, on a à peu près le même nombre pour 1 et 2 projets. Puis seulement une poignée de collèges au Canada en ont plusieurs, jusqu'à 6 projets actifs pour un des collèges. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que ces collèges ont tendance à bâtir leur capacité en 2 ou 3 phases, puis ils nous reviennent souvent construire petit à petit dans le même domaine, dans 2 ou 3 domaines. Donc, c'est pas qu'ils ont 6 projets FCI dans 6 domaines différents. Donc, on monte ici, je voulais vous montrer aussi le taux de réussite des propositions qui sont resoumises une 2e et une 3e fois. Donc, ça montre ici que c'est parfois payant d'être patient et que ça vaut peut-être la peine de resoumettre une demande après un échec. Donc, le taux de succès pour une nouvelle demande, toute année confondue, est à peu près 45%. Et puis, on voit que si vous le soumettez une 2e fois, ça augmente. Donc, ça n'empire pas. Donc, c'est encourageant. Puis, c'est sans doute une bonne indication que la rétroaction constructive fournie aux demandeurs dans les rapports de comité permet de réviser et d'améliorer les propositions. Donc, c'est ce qu'on espérait découvrir en regardant ces chiffres. Mais pour ceux qui d'entre vous commencent tout juste avec leur première proposition FCI et qui n'ont pas encore reçu de commentaires, vous trouverez certainement intéressante notre analyse des faiblesses les plus communes que je vous montrerai donc à la fin de cette présentation. Mais vous pourrez aussi envisager de prendre contact avec un collège qui a plus d'expérience pour des conseils ou du mentorat, ou du moins pour relire votre demande FCI. Donc, ça vaut peut-être la peine de penser à ça. Dans ce qui suit, juste quelques minutes pour résumer les grandes lignes du processus d'évaluation, parce que c'est bien de comprendre les attentes par rapport à votre demande. Donc, maintenant que les avis d'intention sont rentrés, on est en train de recruter les évaluateurs pour les comités d'experts. Donc, pour les demandes du Québec, la responsabilité de cette tâche, celle des comités d'experts, est déléguée au Fonds du Québec. Donc, les demandes du Québec ne sont pas évaluées dans les comités qui évaluent les demandes du reste du Canada. Cependant, les Fonds du Québec utilisent donc les mêmes critères, les mêmes formulaires, les mêmes directrices que la FCI. Et puis, il y a toujours un observateur de la FCI à toutes ces réunions de comité. Donc, la revue est faite par des experts dans le domaine de la proposition. Et puis, les réunions de comité auront lieu en juin ou juillet prochain, le temps qu'on les ait recrutés et qu'ils aient eu le temps d'évaluer votre demande. Comme on a toujours environ une dizaine ou moins de demandes du Québec, la majorité sont revues de façon isolée. Parce que des fois, dans le reste du Canada, il y a moyen de regrouper certaines demandes dans une thématique commune et puis avoir un comité qui va se pencher sur eux. Mais au Québec, en général, les demandes sont évaluées une par une. Mais dans tous les cas, il y a environ 3 ou 4 évaluateurs dont l'expertise combinée couvre les thèmes principaux de la demande qui se réunissent pour en discuter. Donc, ça dure en général 1 heure à 1 heure et demie selon la complexité de la demande et les forces et les faiblesses de la demande par rapport à chacun des 5 critères FCI est discuté et documenté
et c'est ce qui constitue les commentaires que vous avez dans le rapport du comité d'experts. Donc, cela étant dit, lorsque vous rédigez votre demande, essayez de vous mettre à la place des évaluateurs. Donc, quel genre d'informations vous auriez besoin afin de déterminer si les activités de recherche sont en lien avec l'équipement que vous demandez. On ira, je pense, plus en détail là-dessus plus tard. La deuxième étape d'évaluation consiste, elle, à une évaluation par un comité multidisciplinaire qu'on appelle le CEM, Comité d'évaluation multidisciplinaire, qui, eux, se rencontrent à la fin septembre. Donc, à la différence des comités d'experts qui ne voient qu'un petit nombre de demandes, le CEM, pour sa part, compare la totalité de vos demandes soumises dans tout le Canada, y compris le Québec. Donc, n'étant pas expert lui-même, le CEM fonde son opinion sur celle des experts, car il aura en main le rapport d'experts qui est très détaillé. Le CEM discute de chacune des propositions, lui, pour sa part, environ 15 à 20 minutes, et parvient à sélectionner les demandes qui répondent le mieux aux objectifs du concours. Leur évaluation est également documentée dans un rapport qui vous est transmis. Le CEM fait ensuite des recommandations de financement au conseil d'administration de la FCI. Notre CA, lui, ne fait pas d'évaluation de la qualité des demandes, mais atteste de l'intégrité du processus. Donc, notre CA se rencontre au mois de novembre et les collèges sont informés habituellement le jour même de l'approbation, voire le lendemain. Et puis, vous avez aussi tout le matériel qui vous est partagé à ce moment-là. Donc, sur cette page, je voulais vous montrer un peu comment les 5 critères sont reliés aux objectifs du concours que doivent évaluer le CEM. Donc, les experts, on leur demande de se pencher sur les critères, tandis que le CEM prend un peu de recul et essaie de voir globalement comment votre demande satisfait les objectifs principaux du concours. Donc, l'objectif 1 qui est créer, renforcer des partenariats, mener à l'innovation, donc est vraiment centré sur vos activités proposées avec vos partenaires. Cet objectif est vraiment prospectif, il regarde ce que vous comptez faire. Qu'est-ce que vous espérez réaliser avec l'équipement demandé? L'objectif 2, lui, est plutôt rétrospectif, on cherche à évaluer vos antécédents, comment vous vous positionnez pour réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Et l'objectif 3, bien sûr, on regarde les retombées anticipées de vos projets au sens large, incluant la formation de personnel. Donc, on va maintenant vous donner un aperçu des pièges les plus courants qui peuvent facilement être évités, en tout cas du moins de notre point de vue de la FCI. Toutes les observations qu'on fait durant notre revue administrative, mais aussi tout au cours du processus d'évaluation. Donc, dans le formulaire de demande, on vous demande de fournir 2 types de résumés. Donc, le premier est un petit sommaire d'une demi-page en langage clair qui n'est pas évalué, mais qui est utilisé si jamais votre projet est financé. À ce moment-là, on peut l'utiliser pour faire la promotion de votre projet, faire une annonce. Mais le deuxième sommaire est vraiment le point sur lequel je veux m'attarder. Vous constaterez que le sommaire demandé est maintenant d'une seule page et non 2 comme par le passé. En fait, chaque année, on reçoit beaucoup de commentaires des évaluateurs sur ce sommaire et qu'est-ce qu'il devrait contenir. Et cette année, on a décidé de changer nos instructions. En fait, le sommaire est utilisé principalement par le CEM. Le reste de la demande, lui, elle traite de chacun des 5 critères en détail avec un langage qui est vraiment approprié pour des gens qui s'y connaissent dans le domaine. Ici, on voudrait que le CEM ait une explication qui vient de vous de comment la demande rencontre les objectifs plus généraux du concours dans un langage plus simple, plus vulgarisé. Donc, vous allez vraiment tirer les conclusions de simplifier au maximum, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, ce qu'on remarquait dans les concours passés, c'est que les sommaires avaient tendance à être un sommaire exécutif de la demande. On trouvait un copier-coller des sommaires de chaque sous-section de la demande. Donc, il y avait juste beaucoup de répétitions, mais ça apportait pas un regard nouveau sur votre projet. Donc, on a essayé de le vulgariser d'une façon différente.
Donc, suivant les recommandations du CEM, on limite dorénavant le résumé à 1 page. Donc, vous devez souligner comment votre proposition répond aux 3 objectifs. Et ça va vraiment permettre de faciliter l'évaluation de votre proposition par le CEM. OK, je pense pas que c'est le cas pour les demandes dans ce concours-ci, mais pour ceux qui seraient aussi connectés pour une demande future, si votre demande comporte des infrastructures de calcul avancées de l'ordre de 100 000 $ ou plus, on vous demande de consulter Calcul Canada, parce que ça peut permettre un partage des équipements et une utilisation un peu mieux gérée pour en assurer la pérennité. Le site web de Calcul Canada fournit de l'information sur le processus pour faciliter la collaboration avec les établissements. Donc, on a dû renvoyer beaucoup de propositions dans le passé si elles omettaient de mentionner qu'elles avaient eu une consultation avec Calcul Canada dans la proposition. Donc, si vous n'êtes pas sûr que ça s'applique à vous, demandez à votre chargé de programme. Donc, l'utilisation de l'infrastructure. À chaque concours, on constate que cette partie de la demande n'est pas bien comprise. Donc, ici, on vous demande de préciser si l'équipement figurant sur la liste détaillée est principalement utilisé pour soutenir vos activités de recherche. Car notre mandat à la FCI fait en sorte que nous ne pouvons pas financer un équipement dont le but premier est éducatif. Donc, c'est parce que le mandat de la FCI, c'est pour financer des équipements de recherche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous indiquez 100% de l'utilisation de ce que vous demandez et à des fins de recherche, l'infrastructure peut également être utilisée pour des activités de formation quand ça rentre dans le cadre d'un projet de recherche appliquée qui vise l'innovation dans les entreprises. Donc, c'est sûr que la formation de votre équipe qui va participer au projet, c'est considéré comme étant une contribution. C'est juste qu'eux, ils en retirent une formation, mais ils contribuent quand même à faire de la recherche. En revanche, si l'infrastructure est utilisée vraiment à d'autres fins que la recherche, à ce moment-là, on s'attend à ce que les coûts rapportés des articles individuels soient au prorata du pourcentage dédié à la recherche. Donc, par exemple, vous achetez quelque chose qui coûte 100 000 $ et vous dites, bon, 80% de l'utilisation va être pour de la recherche. Alors, qu'est-ce que vous rentrez dans le budget? C'est pas 100 000 $, c'est 80 000 $. Donc, si vous indiquez pas 100%, on va s'attendre à ce que vous expliquiez que votre budget est au prorata. Donc, si on voit autre chose que 100% puis que le budget n'a pas été réduit, on va être obligé de vous renvoyer la demande à la revue administrative. Donc, prochain diapo. Donc, comme vous savez, le Fonds Collège Industrie est un programme de contrepartie où la FCI contribue seulement 40% des coûts, avec un autre 40% habituellement fourni par la province, et les 20% restants peuvent être des contributions du collège ou d'autres partenaires. Les contributions peuvent provenir de vos partenaires du secteur privé, mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est des contributions en nature de fournisseurs d'équipements offrant des rabais importants au-delà de la remise scolaire, par exemple. Si tel est le cas, il n'y a pas d'attente que ces fournisseurs participent aux activités de recherche. Mais, en revanche, rien ne vous empêche non plus de le faire. Donc, ça pourrait être vos partenaires d'innovation, d'activités de recherche appliquée. Donc, techniquement, lorsque vous remplirez le tableau des contributions de vos partenaires, on vous encourage à regrouper toutes les contributions en nature attendues des fournisseurs sur une seule ligne. Vous pouvez dire contribution des fournisseurs, puis de tous les mettre au lieu de tout énumérer, tous les rabais que vous avez eus de telle ou telle entreprise. Parce que dans le fond, ceux-là vont être dans votre budget où on vous demande les coûts des articles individuels. Donc, c'est important. Vous ne pourrez pas soumettre votre demande si la portion totale des contributions en nature sur les articles dans la liste détaillée n'est pas égale à les contributions en nature totale des partenaires. Donc, il faut que ça balance, sinon vous ne pourrez pas soumettre. Donc, ça, c'est assez important, mais chaque année, on a des demandes qui ont ces difficultés. Ressources financières pour l'exploitation et la maintenance. Donc, on vous demande dans la demande
d'estimer les ressources nécessaires pour assurer l'exploitation et la maintenance des équipements que vous demandez à la FCI, quelle que soit leur provenance. Donc, nous avons vu plusieurs exemples de propositions dans lesquelles les coûts d'exploitation étaient largement sous-estimés. On reconnaît que c'est un aspect de la proposition qui est généralement pas très bien compris. Sachez cependant que pour la FCI, la durabilité à long terme des équipements est vraiment au cœur de nos préoccupations. Comme il s'agit d'argent public, on veut s'assurer que l'équipement est bien maintenu, puis qu'il va servir à plus long terme, en fait, sur toute sa durée de vie utile. C'est d'ailleurs pourquoi la FCI fournit 30% de sa contribution envers le budget en capital comme un bonus additionnel pour assurer la maintenance des équipements. Ça, c'est le Fonds d'exploitation des infrastructures, le FEI. Donc, on reconnaît que le FEI ne permet pas, dans tous les cas, de couvrir tous les coûts nécessaires pour assurer une bonne maintenance de l'équipement. Cependant, il est important que vous preniez en compte l'ensemble des coûts d'exploitation et que ceux-ci soient décrits dans la proposition. On veut voir si vous connaissez bien dans quoi vous vous embarquez. C'est un peu en d'autres mots. Donc, lorsque vous complétez le tableau, on va vous demander les coûts par année, année 1, 2, 3, puis pour 5 ans. Bon, si vous me dites, si vous considérez que la durée utile est moins que 5 ans, vous n'êtes pas obligé de rentrer 5 ans, mais 5 ans, c'était pour donner un bon aperçu des années à venir. Mais sachez que la première année, c'est pas la première année où vous avez votre financement FCI, c'est l'année où l'infrastructure sera mise en service. Donc, si vous me dites que ça va prendre 3 ans à mettre en œuvre, à construire mon labo, puis qu'à l'année 3, ça va être mon année 1 d'opération et maintenance. Donc, les évaluateurs s'attendent aussi à ce que vous référez aux coûts figurant dans ce tableau dans votre texte. Parce que des fois, on obtient un tableau, puis après, le texte ne fait aucune référence aux chiffres qui sont dans le tableau. Donc, ça peut susciter un doute chez les évaluateurs que vous connaissez bien les équipements dont vous faites la demande. Donc, plan d'étage. Pour les projets qui comportent la construction des rénovations, on vous permet de joindre les plans d'étage de ces laboratoires ou de ces espaces, mais sachez que cette pièce jointe est destinée uniquement au plan d'étage. Malheureusement, dans les années passées, on a vu qu'il y avait toutes sortes d'annexes qu'on essayait parce que l'espace était là, d'essayer de rajouter à la demande, mais sachez que on va vous demander, si on découvre que cette pièce jointe a été utilisée à d'autres fins que pour des plans d'étage, on va vous demander de les retirer de la demande. Donc, au mieux on préfère vous en avertir tout de suite. Critères d'évaluation, donc ça c'est le cœur de la demande qui consiste en une pièce jointe de 20 pages où vous avez la liberté de présenter votre projet comme vous le désirez, c'est-à-dire avec des schémas et des graphiques au besoin, en autant que vous répondez bien à chacun des 5 critères. Donc, pour chacun des critères, il y a un nombre d'éléments ou de sous-sections, si vous voulez, que vous devrez aussi traiter. Et si vous n'abordez pas tous les aspects de chacun des critères, votre proposition sera affaiblie. En fait, c'est comment les experts sont. S'il manque de l'information, vous risquez de perdre un peu de points, si vous voulez. Cependant, vous pouvez répondre aux critères et aux sous-questions dans l'ordre de votre choix. Donc, vous racontez votre histoire comme elle a le plus de sens pour vous. Et si un élément qui ne s'applique pas du tout à votre situation, vaut mieux le préciser et l'expliciter dans le texte, parce que sinon, ça laisse toujours un doute planer, comme quoi vous avez peut-être pas, vous avez omis de fournir ces informations, puis là, ça peut monopoliser une discussion pour rien chez le comité. Certains aspects ont changé depuis le concours 2017 en fonction des commentaires des évaluateurs et des problèmes qu'on identifiés lors de l'examen administratif. Les changements sont pas majeurs. En fait, dans les lignes directrices pour 2018, on a plutôt tenté de clarifier les attentes de la FCI et des évaluateurs pour chacun des critères. Donc, c'est pas des gros changements, mais dans ce qui suit, je vais mettre l'accent sur ces changements. Donc, ce faisant, je vais vous présenter en même temps les conclusions d'une analyse qu'on a faite de tous les rapports de comité, que ce soit les rapports d'experts ou de
comité multidisciplinaire de tous les projets qui ont été soumis depuis les 3 dernières années au volet 1. On a utilisé un logiciel d'exploration de données pour cette analyse et on a réussi à catégoriser les faiblesses les plus communément rencontrées dans les projets non financés par rapport aux projets financés. Donc là, on va vous présenter tout ce qu'on a vu dans les projets non financés, mais sachez qu'on relève bien entendu certaines des faiblesses dans les projets financés, jamais rien de parfait, mais il faut être conscient qu'une accumulation de faiblesses finit par nuire au projet, surtout lorsqu'on le compare aux autres. Donc, le plus conscient que vous êtes de ça, je pense que le mieux préparé vous allez être dans votre demande. Ça va se refléter dans votre demande. Donc, dans ce qui va suivre, je vais partager avec vous ces observations qui pourront vous servir de petite vérification pendant que vous travaillez sur votre demande. Donc, commençons par recenser toute catégorie confondue les faiblesses les plus fréquentes qui semblent être les principales raisons qui mènent à un échec. Ensuite, dans les diapos suivantes, on ira dans le détail de chacune. Donc, vous voyez ici les premières raisons évoquées. Il n'est pas surprenant, comme ce sont des demandes d'infrastructure, que la faille principale est que l'équipement soit mal justifié et que les activités de recherche ne soient pas assez détaillées. Souvent, ce sont les deux failles qui vont ensemble. On n'a pas assez d'informations sur quels équipements ils achètent, puis en même temps, on n'a pas assez d'informations sur qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Donc, on ne peut pas se déterminer, on ne peut pas se pencher sur est-ce que l'infrastructure est vraiment justifiée. Donc, par souci de temps, je vais passer tout de suite aux failles rapportées pour chacun des critères. Ça, vous aurez ça avec vous, vous pourrez regarder ça. Donc, premier critère, contribution à l'innovation dans les entreprises. Donc, tout ce que vous verrez en jaune sont les endroits où il y a eu des changements au texte par rapport à l'an dernier. Donc, les experts évaluent ici si les activités de recherche appliquées ont été déterminées en fonction des besoins exprimés par le secteur que vous servez. Donc, les experts doivent être aussi en mesure de déterminer de la faisabilité de chaque activité, afin de déterminer les chances que ça se réalise et que ça mène à vos objectifs d'innovation. Ils veulent aussi comprendre l'étendue de l'engagement de vos partenaires dans les projets. Donc, les activités proposées devraient aussi servir un secteur industriel plutôt que des entreprises individuelles. Normalement, quand c'est très, très spécifique, vous développez une solution qui est super, mais qui est tellement spécifique qu'elle ne peut pas s'appliquer à d'autres cas. Et à ce moment-là, l'impact est pas mal dilué parce que ça va rester chez l'entreprise, il n'y aura pas beaucoup d'impact transférable au secteur. Donc, c'est perçu comme avoir peut-être peu d'incidence sur le secteur d'activité, puis peu innovant. Donc, vous verrez plus tard, il y a une des faiblesses qui est un peu manque d'innovation. C'est souvent ça qu'on veut dire. Donc, en gros, dans cette section, vous devriez mettre l'accent sur vos plans futurs et le processus par lequel vous avez déterminé ces plans. Donc, vous aurez une autre section complète dédiée à vos antécédents dans une autre section de la demande. Donc, ici, on parle de qu'est-ce que vous allez faire. Sur la prochaine diapo, puis en fait, on l'a vu dans le top 6, vous verrez que la grande majorité des collèges tombent dans le même piège. C'est-à-dire qu'ils ne fournissent pas assez de détails sur les activités de recherche et sur la méthodologie employée non plus. C'est sûr que vous n'avez pas toutes les méthodes que vous allez employer, mais vous devrez avoir une bonne idée de comment vous allez procéder pour faire ce que vous dites que vous allez faire. Donc, afin que les experts puissent dire, mais est-ce que c'est faisable, la façon dont ils veulent procéder? Puis aussi, il manque souvent d'informations sur le processus de consultation avec l'industrie. Donc, par exemple, si vous dites que vous avez interrogé 25 entreprises, donc vous êtes sûr que vos projets rencontrent leurs besoins, mais les membres du comité vont s'attendre à voir quel type d'entreprise ou d'organisme qui ont été interrogés, puis pas seulement le nombre. Donc, c'est ça qu'on veut dire quand il n'y a pas assez de détails. Donc, assurez-vous que vos descriptions fournissent un niveau de détail suffisant pour des experts dans le domaine qui vont essayer de juger de la faisabilité des activités et des besoins du secteur. Donc, sur cette diapo, on vous fournit la liste complète des faiblesses identifiées par les comités d'experts. Donc, c'est ce que vous voyez en violet foncé.
Les cases en violet clair sont les faiblesses qui ont été reprises par le CEM. Ça vous permet donc de voir ce qui accroche au niveau du CEM et ce qui peut faire pencher la balance pour ou contre vous. Donc, par exemple, vous pouvez voir que 17% des propositions non financées n'abordent pas les problèmes de sécurité ou réglementation qui sont pourtant inhérents à votre domaine. Donc, par exemple, si votre laboratoire est certifié, indiquez le nom de la certification puis donnez un peu plus de détails. Si vous envisagez d'utiliser une infrastructure susceptible d'avoir des implications particulières en matière de santé et de sécurité, par exemple l'usinage de pièces pour l'industrie, ben les experts vont chercher à savoir si ça c'est bien traité dans votre demande puis dans vos plans allant de l'avant. Donc maintenant que vous avez cette liste, vous pourrez réfléchir à comment mieux éviter les pièges les plus courants. Et si vous n'êtes pas certain de comprendre ce que signifie une des faiblesses, n'hésitez pas à poser la question dans la boîte de clavardage ou en reparler après à votre chargé de programme. Donc, passons maintenant aux critères infrastructure. Vous voyez ici que la norme du critère et les éléments que vous devez fournir avec les changements en jaune par rapport à l'année passée. Donc, assurez-vous ici, je ne veux pas passer à travers, donc c'est de décrire l'infrastructure, en quoi l'infrastructure est pertinente pour vos partenaires, et puis aussi comment les ressources financières pour l'exploitation et la maintenance de ces équipements. Donc, assurez-vous vraiment dans cette section de décrire chaque article ou pièce d'équipement et ses principales caractéristiques. On peut en dire autant sur le design de l'espace, par exemple, si vous avez des plans d'étage. Donc, sans un niveau de détail suffisant, les experts ne seront pas en mesure d'évaluer si l'équipement ou l'espace est bien adapté aux activités proposées. Donc, par exemple, si vous demandez à l'FCI de financer une cuisine de recherche, je prends un exemple, je pense qu'il tombe en dehors de tous les projets proposés, pour développer des nouveaux produits. Ben, il n'est pas suffisant de dire, OK, je vais diviser l'espace comme ça et je vais y mettre, voici la liste d'équipements que je vais mettre dedans. Le comité, lui, voudra savoir, ben, pourquoi vous avez décidé qu'il vous fallait 5 stations de travail, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4, pourquoi vous commandez, vous dites que vous avez besoin de 3 fours à convection, pourquoi pas 2? Pourquoi doivent-ils absolument être à injection d'humidité? Donc, qu'est-ce qui fait que dans votre recherche, vous avez besoin de ces spécifications-là? Donc, ils veulent un peu plus de détails pour savoir si c'est vraiment adapté à ce que vous demandez parce qu'ils regardent aussi la totalité des coûts. Si vous demandez un appareil qui vous permet de traiter une quantité limitée de matériel à une certaine vitesse, puis donc le choix de la capacité de cet appareil va déterminer l'utilisation que vous voulez en faire. Et il est important que cette information-là nous soit fournie. Sinon, les experts, justement, c'est là-dessus qu'ils accrochent. Je dis, mais il n'y a pas suffisamment de détails. Je ne peux pas me prononcer si ce qu'ils ont choisi comme équipement, c'est bien l'équipement qui devrait répondre à leurs besoins. Donc, il y a des pièces d'équipement qui passent du simple au double selon les fonctionnalités choisies. Donc, on demande aux experts de se prononcer sur le caractère raisonnable du budget. Donc, ils doivent savoir qu'est-ce que vous achetez exactement pour pouvoir se prononcer là-dessus. Donc, ils auront besoin de toute l'information pour le faire. Donc ici encore dans la prochaine, vous avez la liste complète des faiblesses qui ont été rapportées dans les rapports de comité d'experts et qui ont été ensuite repris par le CEM. Donc, je vous laisse ça à réfléchir. Prochaine diapo, renforcement de la capacité. Ici, il n'y a pas de changement au formulaire parce que c'est assez bien compris en général. Donc, ici, les experts cherchent à comprendre sur quoi se bâtit la proposition en termes de ressources humaines et matérielles afin d'évaluer le saut en capacité que représentera pour vous ce projet FCI par rapport à votre point de départ. Il est donc important de souligner quels laboratoires, quels équipements que vous avez déjà en place qui vont soutenir les activités et qui seront bonifiés par les nouveaux équipements demandés. Donc, on veut vraiment comprendre qu'est-ce que vous avez maintenant, qu'est-ce que représente ce que vous demandez. Est-ce que le saut est trop grand? Est-ce que vous en demandez trop? Est-ce que ce que vous demandez est adapté à d'où vous partez finalement? Pour les parties
participants, oui, pour les participants clés, assurez-vous de bien expliquer en quoi ils ont toute l'expertise nécessaire pour mener à bien le projet, incluant l'expertise ou l'expérience pour tirer profit des équipements demandés. Donc, trop souvent, on remarque que, mais on voit, c'est pas écrit que personne n'a aucune expérience avec l'équipement qui est demandé. Là, tout d'un coup, les experts deviennent inquiets. Ah, ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. Personne va être capable d'opérer cette machine-là. Elle va rester dans un coin puis collecter de la poussière. Donc, c'est ça qui tourne dans la tête des experts et des membres de comité. Donc, c'est important de dire quelles compétences et expériences que votre équipe a. Donc, ici encore, toute la liste complète. Donc, à vous de regarder ça. Donc, comme je disais, le plus principal, c'est toujours manque d'experts ou il n'y a pas une masse critique d'experts suffisante au collège pour s'embarquer dans un projet comme ça. Ou en tout cas, ce qui est écrit dans la demande, parce qu'on vous juge sur ce que vous présentez dans la demande. Peut-être qu'en réalité, tout est là, mais évidemment, c'est ce qui est écrit dans votre demande qui compte. Partenariat avec le secteur privé. Donc ici non plus, il n'y a pas de changement au formulaire, c'est assez bien compris. On s'attend à ce que vous établissez vos antécédents de partenariat en lien avec la proposition. Donc, les évaluateurs vont chercher à savoir si vous avez réussi vos projets passés dans ce même secteur d'activité ou domaine d'expertise, même si ce sont des résultats préliminaires. Donc, pour le montant d'argent que la proposition représente, le comité s'attend quand même à ce qu'il y ait eu dans ce domaine des antécédents, quelques projets, et puis que c'est clairement un secteur d'importance stratégique pour vous au collège dans lequel ça mérite un investissement. Donc, et ça doit aussi être évident en lisant cette section que vous rapportez des expériences passées qui sont liées au projet. Il y a une tendance à fournir des statistiques sur les partenariats du collège. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en fournir, ou du CCTT en général, mais que c'est tellement vaste qu'on se demande, mais est-ce que c'est même pertinent pour ce qu'ils comptent faire? On ne voit pas le lien. Nous, c'est pas évident pour les experts de voir qu'il y a un lien, en fait, avec ce que vous dites. Ah oui, on a tant de partenaires industriels, mais oui, mais dans le secteur de la demande, donc, quelle expérience vous avez? Donc, c'est vraiment ça, souvent, là, qui suscite un doute chez les experts. Donc, puis basé sur ce qu'on a vu aussi dans le passé, il vaudrait mieux ici de vous restreindre à parler du passé et ce qui est en cours, quitte à faire des liens à la première section, mais en évitant de répéter ce que vous comptez faire en allant de l'avant. Car vraiment, cette information devrait être dans la première section qui est la contribution à l'innovation. Donc ici encore, vous avez toutes les raisons principales de refus à regarder. Donc, j'arrive déjà à la dernière section. Donc, ici, la norme qui n'a presque pas changé, mais on a quand même changé un petit peu, amené des éléments de précision dans le texte. Dans cette section, évidemment, il est important de décrire les impacts sur la région, le secteur de l'industrie ou même d'autres secteurs si vous voyez que c'est transférable à d'autres secteurs. Mais il faut essayer de voir un peu plus large que les résultats décrits dans la section contribution à l'innovation dans les entreprises. C'est vraiment des résultats que vous escomptez vont se réaliser à plus moyen, à plus long terme. Donc, il faut aussi se rappeler que même si on parle de retombées pour le Canada, il n'y a pas d'attente que vos activités vont avoir un impact à la grandeur du pays. Donc, c'est vraiment interprété selon le domaine ou le secteur d'activité. Donc, parfois, les retombées sont très locales parce que le problème à régler est très local. C'est parfait comme ça, puis on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un impact sur la côte ouest là, du Canada. Donc, tout ça est sujet à interprétation et très utile pour les membres de comité, spécialement le CEM, de fournir le contexte de votre secteur d'activité dans la demande pour que ça soit bien compris. Parce qu'on constate que le CEM, c'est une section qu'ils affectionnent particulièrement les retombées pour le Canada. Étant pas experts eux-mêmes, ils veulent voir qu'est-ce que ce projet va amener dans la région, dans la province, dans le reste du pays.
Donc ici encore, vous avez les raisons principales. Parfois, vous verrez que, si je dis manque d'exemples de retombées anticipées, c'est vrai que on nous dit parfois de fournir quelques exemples plus précis de comment vous faites, de ce que vous, comment est-ce que vous faites pour avoir une incidence sur l'industrie visée. Ça rend la section un peu plus tangible. Donc, en général, on aime avoir des exemples précis. On aime aussi savoir qu'est-ce que vous faites pour que les retombées se réalisent. Tu sais, c'est beau de dire, oui, par exemple, je prends l'exemple de, je vois des études en réseau électrique intelligent. Oui, c'est super important pour l'avenir, tout ça, mais on veut savoir, en le fond, vous, votre projet, comment vous allez amener un impact dans ces domaines-là. Donc, est-ce que vous disséminez l'information? Est-ce que vous avez un site web? Est-ce que vous transférez à plusieurs entreprises tous les résultats de votre recherche? Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est ça qu'on veut dire par manque de précision sur le parcours. Ça veut dire qu'on ne sait pas, mais c'est quel chemin vous allez prendre pour mener, pour participer à ces retombées du secteur. Donc, voilà. Ma dernière diapo, je vous laisse regarder ça à tête reposée. On a mis vraiment toutes les faiblesses principales relevées, mais juste par le CEM. Donc, je vous invite vraiment à les examiner attentivement parce que ce sont elles qui sont plus susceptibles de bloquer votre projet au niveau du CEM. Vous savez, les experts font des recommandations au CEM et c'est vraiment le CEM qui prend les décisions de financement. Donc, à regarder en détail. Mais une observation générale qu'on entend là, chaque année, c'est qu'il y a trop de répétitions dans le texte. Comme par peur que ce qui est écrit dans une autre section soit oublié ou peut-être pour remplir le nombre de pages allouées. Sachez que vous n'êtes pas obligé là, de remplir les 20 pages. On vous laisse de la place pour les projets qui seraient peut-être plus complexes. Mais si c'est assez direct, c'est assez simple à expliquer, ne vous sentez pas obligé de remplir les 20 pages. Et puis, toute la totalité de la demande est considérée, donc, pas obligé nécessairement de trop répéter entre les sections. Et on observe aussi que les propositions qui utilisent des figures et des schémas pour faciliter la compréhension sont très appréciées des membres. Donc, à vous de faire le choix de le faire, mais en général, ça aide beaucoup à la compréhension. Donc, si vous avez de l'espace supplémentaire, peut-être ça vaudrait la peine de rajouter une image ou une figure. Donc, c'est libre à vous de rajouter, en plus des 5 critères, tout ce que vous pensez qui pourrait aider bien soutenir votre demande dans la pièce jointe principale. Vous pourrez y mettre tout ce que vous trouvez comme information pertinente en plus de ce qu'on vous demande. Donc, avant de passer aux questions, permettez-moi de vous rappeler que les propositions sont dues le 15 mai. N'oubliez pas d'envoyer aussi une copie électronique de la lettre de présentation de la proposition que vous trouverez en annexe dans les lignes directrices. Donc, il suffit de la signer, de la scanner, nous l'envoyer par courriel. Vous pouvez aussi envoyer une vraie copie papier, mais c'est pas nécessaire. Donc là, je vais voir si on a des questions. En fait, on n'a pas de questions. Donc, j'imagine que tout était super clair. Ah! Donc, je vais attendre ici qu'il y en ait quelques-unes qui apparaissent. Pour l'instant, je pense que les microphones des participants sont fermés, mais comme on est un petit nombre, je pourrais toujours permettre... J'essaie de voir comment je fais ça, d'essayer de permettre aux participants de parler. Bon, mais là, je vais lire la question qui nous est présentée. How come I can't see the full question? Oh! En tant que CCTT, nous les récupérons. Les
taxes. Donc, on parle de les taxes sur les équipements. Donc, à ce moment-là, ça devrait être le prix net que vous entrez sans les taxes si elles vous sont remboursées. En tout cas, si vous pensez à des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, soit à votre chargé de programme. Si vous ne savez pas c'est qui votre chargé de programme, c'est pas grave. Envoyez-nous un courriel à l'adresse là qui figure sur la dernière page, donc fci@innovation.ca, et puis on va vous faire savoir à qui vous devriez parler, à votre établissement et à la FCI. Donc, ça nous fera plaisir de vous guider tout au long de processus de rédaction de vos demandes. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nous voir avec des questions. Ça nous fait plaisir parce que des fois, ça évite des problèmes ensuite à la revue administrative. Donc, je ne sais pas si Dani, s'il y avait des questions pour le Québec, mais vous avez aussi les coordonnées de Dani Bussière qu'on peut vous envoyer aussi si vous n'êtes pas déjà en contact. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Ça fait vraiment plaisir d'avoir participation du Québec dans ce concours. Et puis, j'ai bien hâte de recevoir toutes vos propositions au mois de mai. Ah, il y a encore quelques questions. Maxime Maheu, les critères d'évaluation du comité de la FCI sont sur le site, j'imagine. Oui, bien sûr, mais ils sont toutes dans aussi les lignes directrices. Si vous allez sur notre site web, dans Fonds Collège Industrie pour l'Innovation, volet 1, vous aurez les lignes directrices, comment soumettre une demande. Là, il y a tous les critères avec tous les sous-aspects, toutes les informations, tout ce qui était dans la présentation, mais sous un autre format là, qui vous guide de quelles informations nous fournir. Voulez-vous préciser votre propos concernant le total des réductions sur les équipements? Donc, j'imagine que là, on parle de contribution en nature des fournisseurs, peut-être. Donc, parfois, on a des rabais éducatifs qui sont liés à une université, un collège, mais que c'est pas un rabais exceptionnel. À ce moment-là, ça peut pas compter comme une contribution en nature. C'est vraiment le coût éducatif. Puis si le fournisseur, par exemple, vous vend une grosse pièce d'équipement qui est comme un peu custom avec un peu de recherche impliquée, puis que dans le fond, il veut y mettre du sien, ben à ce moment-là, on peut reconnaître ce rabais important qui va au-delà de ce rabais-là qui est donné à tous les établissements éducatifs. Ben, à ce moment-là, ça, c'est reconnu pour sa valeur comme une contribution au montage financier du projet. Mais sinon, on pourrait en parler. Si vous avez des questions spécifiques, contactez-nous séparément, puis on pourra en parler. Dernière question. Nombre de partenaires, insuffisant de partenaires. Bon, il n'y a pas de chiffre magique. J'aimerais ça donner une réponse, mais disons que ça va vraiment varier au secteur d'activité. Donc, si on dit que dans la région, il y a des centaines d'entreprises, puis que vous en avez contacté 2, ben on va dire, mais là, ils ont vraiment pas fait le tour des entreprises pour vraiment savoir quels étaient leurs besoins. Ils avaient déjà des partenariats établis, puis se sont limités à répondre à leurs besoins et non pas avoir une vision plus large. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de réponse magique. Et puis, les experts, quand ils font ce genre de commentaires-là, c'est vraiment suivant le contexte. Donc, ça sert vraiment au CEM qui n'est pas sûr, ne connaît pas c'est quoi les standards dans chacun des domaines, mais va vraiment se fier à l'avis des comités d'experts. Donc, j'ai pas de réponse magique, malheureusement.
Oui, on m'a dit qu'on ne voit pas défiler les questions des participants. C'est seulement une fois qu'on les a confirmées, puis qu'on met une réponse écrite, qu'à ce moment-là, vous voyez les questions qu'on a approuvées. Donc oui, il y a une censure au niveau des questions. Donc là, je vois plus d'autres questions. Donc, je pense que ça va conclure notre séance pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, comme je disais, puis je vous remercie beaucoup.